Alors, je vois, il y a beaucoup de messages déjà qui arrivent. Franck Tapiro me dit tu as raison de souligner ça. Et il rappelle ce qui s'est passé avec M. Pitti l'autre soir dans l'émission Quelle époque. On dit c'est un médecin humanitaire. Il l'est, mais il est surtout candidat de M. Raphaël Glucksmann et on ne le dit pas. En fait, moi, je trouve ça insupportable. C'est insupportable. On présente des gens. Alors, dans l'université, c'est quelque chose qui est courant. On présente les gens, ils sont universitaires. Elle est sûrement universitaire, elle est militante. Mais elle a le droit, mais qu'on le sache. Et pourquoi elle ne le dit pas ? Pourquoi elle ne le dit pas ? C'est intéressant, elle ne le dit pas parce qu'elle ne veut pas le dire. C'est aussi simple que ça. Elle ne le dit pas parce qu'elle ne veut pas le dire. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et elle dit n'importe quoi, en fait. N'importe quoi. C'est le déni complet. Et c'est à cause de ces gens-là qu'on est en difficulté. Parce que pour elle, ça n'existe pas, les problèmes de sécurité. Les chiffres de l'immigration sont faux, elle dit, et elle conteste un rapport d'État, sur les frères musulmans. Elle dit, c'est pas du tout vrai. C'est pas ça. Mais au nom de qui ? Enfin, jusqu'à quand ce pays va fonctionner avec des universitaires de ce type ? Franchement, je trouve ça scandaleux, mais bon... On verra si les ministres de l'enseignement supérieur réagissent ou pas. Et LCI doit dire que cette dame, c'est le temps de parole. Quand tu invites cette dame, c'est le temps de parole. Il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Et les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais bien sûr, les règles doivent être les mêmes. Quand tu invites cette dame, tu la présentes comme le Parti socialiste et c'est décompté du temps de parole. Je suis désolé. Les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Ouais. Bon. D'autant que la question d'où vous parlez est une question qu'à gauche, on a pendant des décennies tenue. Oui. Voilà. Et que quand on a le malheur de dire en retour d'où vous parlez, ah non. Ouais. Mais bien sûr. Tenez, je prends les téléspectateurs à témoin. Je vais vous faire écouter. On avait prévu d'écouter ça tout à l'heure, mais moi, ça me met en colère. Parce que je trouve ça scandaleux. C'est l'espace médiatique qui est saturé de... Après, on parle de fake news. Elle a le droit, je le répète, de s'exprimer. Mais c'est une militante du PS qui vient sur un plateau de télé et qui ne le dit pas. Moi, ce qui m'ennuie, elle a le droit de dire ça. Mais vous avez vu le bandeau, professeur d'université, ça, militante du Parti socialiste. Militante du Parti socialiste. Et ça change tout, en fait. Ça change tout. Alors, il y en a marre. En fait, il y en a marre. Donc il y en a marre. Les confrères font n'importe quoi, il y en a marre. Et ils donnent des leçons. Alors il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Ah oui, en fait, il y en a assez. Quand on invite des gens, on dit d'où ils parlent. Sur les temps de parole, c'est important. Donc ça suffit, quoi. Ça suffit de dire n'importe quoi sur les plateaux de télévision. On a une militante qui nous explique que les chiffres de l'immigration sont faux, que le rapport n'est pas bon, etc. Ben non. Mais là, c'est effectivement un mensonge par omission, parce qu'elle sait très bien d'abord que si elle dit qui elle est et d'où elle vient, son propos aura moins d'impact. Parce que là, en l'écoutant et en lisant le bandeau, on se dit, ah mais quand même, c'est vrai que c'est une professionnelle, elle a travaillé les sujets. Si elle dit ça, c'est vraiment que ça doit vraiment, et ça doit vraiment être la vérité. Encore une fois, c'est une professionnelle. Bien, non, c'est une militante avant tout, et le discours qu'elle tient, de fait, ça s'entend très bien. D'ailleurs, c'est un discours politique. Ce sont des éléments de langage de la gauche, de l'extrême gauche. Voilà, c'est un discours avant tout politique et militant. Vous avez raison de le dire, oui. Et comme tout discours militant, elle ne dit rien au fond. Oui, merci. Parce que si on voulait savoir d'où elle parle, il faudrait savoir de quoi elle parle aussi. Quand elle parle des frères musulmans, elle dit rien du tout. Elle dit M. Retailleau fait des amalgames, enfin je ne sais pas ce qu'elle a dit. Instrumentalise. Mais il instrumentalise quoi, M. Retailleau, si tant est qu'il instrumentalise quelque chose? Les frères musulmans, on oublie qu'ils vont avoir 100 ans d'existence. Qu'ils ont fourni une légion de SS à Hitler, n'est-ce pas, qu'ils veulent détruire Israël, et que, par exemple, le père de Bachar el-Assad avait tenté de les éliminer, comme fera El-Sisi. Donc, c'est pas n'importe qui. Pour entrer dans Hama, la ville de Hama en Syrie, et faire 40 000 morts pour tuer les frères musulmans, c'est peut-être pas une bonne politique, mais en tout cas, il l'a fait. Ça veut dire que c'est dangereux. Et madame, j'ai oublié son nom, j'ai même pas retenu. Elle s'appelle madame Tisserand. Isabelle Tisserand. Elle peut penser... D'ailleurs, je précise qu'elle peut venir si elle veut un droit. Bien sûr. Elle vient demain matin sur notre plateau. Moi, j'ai aucun souci. Oui, j'ai aucun souci pour écouter sa parole. Aucun. D'abord, elle ne viendra pas. Elle ne viendra pas, mais... Elle ne viendra pas, comme toujours, mais j'ai aucun souci. Mais je veux pas qu'on me raconte des salades. Il faudrait faire comme Maître Jacques dans l'Avare, vous savez, quand Harpagon a décidé que
le cuisinier... Il change sa casquette. Voilà. Monsieur, c'est à qui vous parlez? À votre cuisinier ou à votre cocher? Là, il change de casquette à chaque fois. Donc, Madame Machin devrait faire la même chose. Oui, alors, ne l'appelez pas Madame Machin, parce qu'appelons-la Madame Tisse-Saint-Jean. Voilà. Madame Tisse-Saint-Jean. Mais ce qui est extraordinaire, moi je trouve ça mais sidérant. Je ne peux pas dire autre chose, je trouve ça sidérant. Ce monde est sidérant. Et je vous répète, c'est un rapport d'État. Le rapport, elle le remet. D'ailleurs, je pense qu'en tant qu'universitaire, elle sort même de son rôle. C'est quelqu'un qui est payé par l'État français. Mais elle vous dit que si elle parle en tant que citoyenne, donc elle a changé de casquette. Vous avez changé de casquette. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. C'est juste. Bon, écoutez. Mais j'espère que ces travaux d'université sont plus précis, en effet. Ouais. Parce que franchement, vous écoutez, ça dure 3 minutes, il n'y a rien. Mais on peut se douter de ce qu'elle pense sur la tête. Voilà, je veux dire, la vérité, c'est que ce sont des universitaires de seconde zone. Bien évidemment. Mais c'est pour vous dire qu'il voilà, n'y a pas grand monde, à mon avis. Exactement, qui pollue parfois ou sature l'espace médiatique. Mais bon, peu importe. Pas peu importe d'ailleurs. On va faire des efforts, paraît-il. C'est ce qu'a dit François Bayrou. On va faire des efforts. Alors, on va faire des efforts, ça veut dire on va payer. Donc ça va être le deuxième coup de gueule de la matinée. Ça, je vous le confirme. On fait déjà des efforts. Non, mais franchement, alors c'est un scandale. Ouais, c'est scandaleux. C'est une honte. Ces gens, c'est une honte. C'est les Français qui vont payer, ça fait 50 ans qu'ils font des efforts. Oui, ceux qui gouvernent font absolument n'importe quoi et qui payent la facture, c'est les Français. Et c'est la facilité surtout. Voilà, on va payer les impôts. J'espère qu'ils seront... Alors, on va voir ce que va faire les LR. Parce que M. Retailleau et M. Wauquiez ont dit, et évidemment Marine Le Pen, pareil, aux impôts, et pareil Marine Le Pen. Ce qu'avait dit Laurent Wauquiez. Et Marine Le Pen, pareil. Les impôts, on quitte le gouvernement. Exactement. Et d'ailleurs, Gabriel Attal aussi. Eh ben, tout le monde a censuré, comme ça, tout le monde a censuré. On va tous revoter. Ça va être parfait. François Bayrou. Je ne ciblerai pas une catégorie de Français à l'exclusion des autres. Dire on va concentrer sur les uns... Je dis pas concentrer, mais je dis vous pouvez faire ça et d'autres choses. Excusez-moi. Donc vous ne toucherez pas les retraités. Non, vous ne m'attirerez pas dans ce genre de déclaration. Je vous dis, tout le monde va devoir faire des efforts. Ah bah c'est bien, tout le monde d'ailleurs. Ça veut dire clair là. Mais d'abord, ça fait des décennies que les Français font des efforts, effectivement, mais encore une fois, c'est la solution de facilité. Il n'y a pas d'argent, on dit on va augmenter les impôts. Oui, mais on peut aussi réduire dans les dépenses sociales, pardon. Ça serait ça le vrai courage politique. Le vrai courage politique, ça serait de réduire les dépenses, mais de faire des coupes drastiques dans les dépenses. Il y a des dizaines de milliards d'euros à trouver. Les dépenses sociales, on a les dépenses les plus élevées au monde. Mais non, M. Bayrou, lui, il a choisi de faire payer encore ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent le matin, ceux qui payent déjà beaucoup d'impôts. C'est pas ça le courage politique, pas du tout. Mais non, mais en effet, mais surtout, Charlotte Dornelas. Moi, je ne sais pas quoi retenir de sa déclaration. Je suis désolée, c'est pas la journée, mais les déclarations essentielles. Non, mais vous avez de la raison, France. les vagues. Bah, franchement, on comprend rien. Les Français doivent faire des efforts. Ça veut dire payer plus. Faire des efforts, ça veut dire ça. Ça veut dire payer plus. Oui, mais il y en a peut-être qui auront moins d'argent. On pourrait dire tout le monde doit faire des efforts. Donc il y a déjà des gens qui font des efforts en payant des impôts. Donc d'autres vont faire des efforts également, selon moi. Non, mais je veux dire, évidemment, ce ne serait pas ça. Il dit tous les Français. Donc moi, ça me semble clair. Ça m'étonnerait qu'ils rétablissent un impôt pour tous les Français. Oui, mais tous les Français, il y en a qui ne peuvent pas tellement faire d'efforts. Non, mais tous les Français, ça veut dire les classes moyennes, Pascal. C'est ça. Ça veut dire tous les Français. C'est comme d'habitude les classes moyennes. Ceux qui payent déjà le plus. Eh bien, ça passera pas. Ça passera pas, puisque Marine Le Pen censurera, M. Attal censurera, et tout le monde censurera. Oui, ça ne passera pas. Ça me paraît pas un centime dose d'impôt en plus. Voilà, c'est ça la règle. Et s'ils sont pas contents, qu'ils viennent nous voir. On va leur donner des solutions. Ça va, maintenant. Bon, sur l'entrisme, écoutez ce qu'a dit M. Bayrou. C'est un rapport qui présente des faits inquiétants dont je pense que on peut regarder tous ensemble s'ils sont quelle est l'ampleur de ces risques-là. Il y a des organisations qui cherchent à imposer à la France une loi qui est une loi religieuse ou d'essence religieuse. Or, ceci n'est pas la laïcité. Il y a une loi en France, qui a une règle en France, un principe en France. La loi protège la foi, mais la foi ne fait pas la loi. Alors, on me dit, j'ai pas tout écouté, notamment à la fin, qu'il n'a pas été aussi offensif sur le rapport que Bruno Retailleau, par exemple. Il a non pas modéré, il n'est pas non plus sur la ligne de Madame Tisse-Saint-Jean, mais enfin, il a quand même un peu atténué la puissance de ce rapport, si je comprends bien. Et Marine Lançon me dit que on va écouter dans une seconde quelque chose qui semble, dans la bouche de M. Bayrou, comme atténué. Oui, il dit « Je refuse de faire de l'islam un sujet de fixation et de surenchère
régalienne. Donc ça veut dire... il est avec Madame Tisse-Saint-Jean. Pas tout à fait. Pas tout à fait, quand même. Ça me semble un peu exagéré ce que vous dites. Oui. Mais néanmoins, on voit effectivement qu'il cherche à modérer Bruno Retailleau, qu'il rappelle aussi quelque part à l'ordre Gabriel Attal et sa proposition sur le voile pour les fillettes de moins de 15 ans. Donc ça veut dire qu'il veut quand même redescendre d'un cran par rapport à ce qu'a été le débat ces derniers jours. Mais je vais vous dire, ça va être... Le rapport, il est sorti. Et plus on va s'éloigner de la sortie du rapport, plus on va expliquer qu'il n'y avait pas grand-chose finalement dans ce rapport. Je connais ça pareil. Je connais ça pendant 8 mois avant que ce rapport soit rendu public. Donc il n'y a pas de raison qu'il se passe quoi que ce soit. Exactement, je connais ça par cœur. Et ceux qui dénoncent à l'arrivée ce rapport, ou ceux qui expliquent que c'est plutôt juste ce qui est dit dans ce rapport, seront accusés eux-mêmes d'être des facteurs de division, etc. On connaît ça par cœur. Le déni, ça fait 40 ans que ça dure. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc là, il y a des propositions concrètes quand même de Bruno Retailleau. Hein. Oui, mais vous avez le Premier ministre qui, ce matin, visiblement... Écoutez ce qu'il dit. Voilà. Écoutez ce qu'il dit et on analyse. Écoutez ce qu'il dit. Je n'ai pas envie de faire de l'islam un sujet de fixation de la société française. Je sais que c'est la mode. Je sais que ça a probablement du succès dans un certain nombre de cercles. Mais nous devons vivre ensemble. Mais qui a parlé de l'islam ? C'est un rapport sur l'islamisme, il est au courant. Exactement. Puis il y a des gens qui ne veulent pas vivre manifestement avec nous. Il parle de l'islam. Mais c'est le déni. On va en revenir à la même chose. Monsieur Bayrou, c'est un homme de la 4e République. Voilà. C'est un démocrate chrétien de la 4e République. Donc c'est dans son ADN. Voilà, la poussière, on la met sous le tapis. C'est comme ça. Parce que c'est le problème, on va dans le mur, on klaxonne et on continue. Et quand il y a un rapport qui sort, je ne veux pas faire de l'islam, je ne veux pas parler que de ça et de ça. Monsieur Hervouette. J'écoute et j'apprends. Mais bon, l'islam a été pendant 1000 ans un sujet, non pas de fixation, mais une idée fixe pour la plupart des Européens quand même. M. Bayrou découvre le monde. Ah oui. C'est vrai. Bon, c'est tout. C'est déjà un rappel historique important. Non mais bon, qu'est-ce que vous voulez que l'on parle de choses essentielles ? Écoutez M. Moutou, qui travaille avec Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Écoutez ce qu'il a dit, Hugues Moutou, qui était préfet d'ailleurs il y a quelques mois encore et qui est aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Il était avec Sonia ce matin. C'est un peu un climat de guerre froide. On a deux blocs idéologiques qui s'opposent, deux visions du monde totalement antagonistes qui s'opposent. Et je crois que dans cette guerre idéologique, et pas que idéologique, parce qu'elle est multidimensionnelle, elle est militaire, on intervient sur les théâtres d'opérations extérieures, on lutte à l'intérieur contre le terrorisme, mais également la guerre est culturelle, c'est une guerre des idées. Et la France, dans ce conflit, dans cette lutte, a un rôle particulier à jouer parce que nous sommes la patrie de l'esprit critique, des Lumières et des droits de l'homme. Donc je pense que nous sommes en première ligne et c'est pour ça que nous sommes attaqués. Le vrai amalgame qui est dangereux pour moi, pour la République, c'est celui d'assimiler un musulman à un islamiste et de dire que parce qu'on est musulman, on soutient automatiquement l'islamisme politique. Ce n'est pas vrai. Fort heureusement, la plupart de nos compatriotes musulmans pratiquent leur foi dans le respect des valeurs de notre République. Il a raison, il faut le dire, le redire. D'ailleurs, il y a un très bon papier de Sonia Mabrouk dans le journal du dimanche hier qui va dans ce sens-là. Les musulmans ne sont pas des islamistes, Richard Millet. Mais je n'en doute pas. En revanche, ce qu'on voit assez souvent, c'est la façon très rapide dont un musulman peut passer à l'islamisme, peut se radicaliser. Je connais des gens, par exemple, qui, ayant été élevés dans un milieu musulman complètement laïque, d'un seul coup se sont enfoulardisés, vous voyez, et voilà. Oui, mais il y a quelque chose, par exemple, Amin El-Khatmi a dit quelque chose de formidable l'autre jour sur notre plateau. Il a dit, le foulard de ma mère, qui a 60 ou 65 ans, le voile de ma mère, c'est pas le voile des jeunes d'aujourd'hui de 20 ans. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est le même foulard, c'est le même voile. Oui, mais attendez, mais il n'a pas la même portée. Et c'est Amin qui disait cela, Amin El-Khatmi. Et j'ai trouvé ça... Vraiment, dans le débat d'aujourd'hui, je trouve que c'est une parlait du foulard de sa mère. Il faudrait qu'on arrête de confondre foulard et voile. Parce que ça devient insupportable, pardonnez-moi. Le voile, c'est autre chose. C'est pas le foulard. Le foulard, ça pouvait se voir partout. Et la mère d'Amine, en effet, avait un foulard. Voilà. Juste, en fait, le vrai problème qu'ils ont, et François Bayrou l'a énoncé, à mon avis, sans s'en rendre compte, et qu'il dit, on a un problème. Et d'ailleurs, vous avez vu, depuis quelques jours, on ne reparle plus
que du terrorisme. Mais le fond du sujet de ce rapport, c'est pas le terrorisme. Précisément, les rapporteurs expliquent d'ailleurs que les autorités ne se sont pas intéressés au sujet de l'islamisation de la société parce qu'ils étaient trop préoccupés par le terrorisme. Il y a cette phrase est écrite dans le rapport. C'est donc bien que nous avons deux sujets différents. Et quand François Bayrou, au micro, dit il y a la volonté d'imposer des choses religieuses ou d'essence religieuse, mais de quoi il parle ? De quoi parle ce rapport ? Il parle en effet d'un rapport au monde, donc d'un ancrage civilisationnel étranger. Il n'y a pas forcément d'accusation morale sur un modèle étranger. Il est juste étranger. C'est pas le nôtre. Et nous, on est en permanence en train d'essayer de raccrocher au terrorisme parce qu'on ne veut pas aller sur le terrain de la culture et de la civilisation parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc ils sont en permanence. Donc vous avez raison, on va évacuer la chose, revenir sur le sujet du terrorisme, parce que là, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'en faut pas, et on n'arrive pas à aborder ce sujet-là qui est au milieu. Et donc, la question du foulard, la vraie différence entre le foulard et ce qu'on appelle désormais le voile, parce que, pardon, dans la rue, il peut arriver qu'on confonde, enfin, avec beaucoup de bonne volonté, il s'agit quand même de se couvrir la tête. La vraie différence, c'est quoi ? C'est qu'on avait des gens qui arrivaient, et d'abord, le nombre n'était pas le même. Ensuite, la volonté de s'enraciner se faisait avec le temps à la génération qui suivait, et que là, maintenant, on a la 3e ou la 4e génération qui réaffirme une identité étrangère. C'est ce que Vincent m'a soulevé, il a raison, c'est-à-dire que ces personnes venaient des campagnes aussi, généralement. Mais oui. Voilà, également, c'est ce qu'il faut... Il n'y avait pas de réaffirmation contre la France, il y avait juste un point qui m'interpelle. Il y a des sondages récents, il y a 2-3 ans, je me souviens, dans Le Monde, qui donnait le nombre de pourcentage... Joseph Massescaron. De pourcentage de jeunes musulmans qui considéraient que la charia était une loi supérieure à la République. Est-ce que ces personnes se considèrent, ces jeunes se considèrent comme islamistes ? Oui, non. Le décalogue est supérieur là. Et pourtant, ils sont musulmans. Non, mais le décalogue est supérieur au code civil, que tu le veuilles ou non. C'est le problème. Aujourd'hui, où on vote la loi sur la fin de vie, dites la loi, l'aide à mourir, ce grand mensonge où tu vois la fraternité, la liberté et l'égalité qui partent les pieds devant. Aujourd'hui, où on tourne le dos à toute notre civilisation, j'aime beaucoup que ma consoeur parle de l'ancrage civilisationnel. Mais la France vit ce matin même, aujourd'hui, une espèce de rupture extraordinaire. Et on ne m'empêchera pas de penser que le décalogue est supérieur au code civil, que les musulmans à bon droit pensent que le Coran, qui contient la charia, est supérieur aux lois de la République, même s'ils respectent les lois de la République. Tous les musulmans ne sont pas alignés sur la charia. Pardon ? Tous les musulmans ne sont pas alignés sur la charia, et je pense même que c'est en France. Mais il n'y a pas... Non, mais il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup, ce que les sondages récents ont montré, c'est qu'il y a beaucoup de... Je ne pense pas que les jeunes femmes aient envie de vivre sous la charia, les jeunes femmes musulmanes. Je crois quand même que notre modèle occidental est un peu plus... On ne parle pas de vivre comme les talibans. Bon, vous avez entendu le carillon. Vous l'avez entendu.